Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du calcul mental et des nouveaux programmes 2025. Je suis Laetitia Pelis, responsable éditoriale au sein du département primaire des éditions Bordas. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Trouillot, qui est l'auteur des 4 cahiers de calcul mental publiés dans notre collection Les cahiers Bordas pour tous. Éric est aussi le créateur du célèbre jeu Matador et de toutes ses déclinaisons. Il est par ailleurs un conférencier très actif sur la didactique du calcul mental et du jeu. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs déjà eu l'occasion d'assister à l'une des nombreuses conférences qu'il donne un peu partout en France tout au long de l'année. Aujourd'hui, Éric est là pour nous parler plus particulièrement des nouvelles éditions des niveaux CE1 et CE2 des cahiers de calcul mental Bordas. En effet, ces 2 cahiers ont été mis à jour cette année à l'occasion de la parution des nouveaux programmes de cycle 2 qui entrent en application à la rentrée prochaine. Après avoir rappelé les grands principes de sa démarche, Éric reviendra donc sur l'esprit de ces nouveaux programmes et vous présentera les différentes adaptations proposées dans ces nouveaux cahiers. Avant de lui laisser la parole, un petit point sur quelques aspects techniques. Donc, pendant toute la présentation, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'outil de chat. Pour toutes les informations techniques concernant les ouvrages ou encore la collection, Virginie Bézakian, notre responsable marketing, vous répondra directement dans le fil de la discussion. Pour les autres questions, un temps d'échange avec Éric est prévu à la fin de la présentation. Éric, je te laisse la main. Merci Laetitia et bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de passer cette heure avec vous pour vous parler des nouveaux cahiers donc Bordas Calcul Mental, CE1, CE2. Et effectivement, ce que je vous propose avant de découvrir plus en détail le contenu de ces cahiers, je vous propose de commencer par un gros quart d'heure de petites présentations un peu générales, revenir sur la didactique du calcul mental. Alors de façon quand même un peu rapide, parce qu'en 1 heure, évidemment, on ne pourra pas balayer en étant précis et large, mais les grandes lignes, sachant que je reviens là-dessus dans le cadre des conférences où il y a beaucoup plus de temps, où je peux rentrer plus dans le détail. Mais je pense que c'est important, ça permettra de bien mettre en lumière ce qu'on a cherché à faire avec ces nouvelles éditions des cahiers CE1, CE2. Et puis en lien, j'en parlerai aussi pas mal, des nouveaux programmes qui vont rentrer en application à la rentrée de septembre 2025. Donc voilà, c'est parti. Vous allez donc voir défiler là une petite présentation sur laquelle il y aura pas mal d'informations et d'éléments. Donc quelques repères sur l'enseignement du calcul mental pour commencer, et puis ensuite donc les cahiers avec le lien avec principalement ces nouveaux programmes, et puis les intentions qui sont les intentions pédagogiques et didactiques qui se cachent derrière. Alors, première question, pourquoi enseigner le calcul mental? C'est un peu provocateur, presque comme question, mais bon, les nombres, ils sont absolument partout, on vit avec eux, on en a tout le temps besoin, même sans s'en rendre compte, on est en permanence à avoir besoin, très souvent d'ailleurs dans la vie courante, d'ordre de grandeur, à peu près, combien ça fait, je fais mes courses, je veux savoir combien mesure la surface d'un plafond si je dois le repeindre. Donc on vit avec les nombres, ce qui fait qu'en fait on a tout le temps besoin en permanence de cette notion d'ordre de grandeur et puis d'avoir une relation avec les opérations, sentir ce qu'on appelle le sens des opérations, sentir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, c'est hyper important. Et un des objectifs majeurs du calcul mental, c'est de développer l'aisance et en quelque sorte d'établir une véritable relation avec les nombres, de vivre de façon véritable avec ces nombres. Une deuxième question un peu provocatrice aussi, pourquoi enseigner le calcul mental? Et puis j'ai fait exprès de vous mettre quelques images qui sont claires et qui évoquent bien le changement de monde dans lequel on a basculé depuis quelques décennies. On a maintenant de très très nombreux outils, tous à portée de main, qui nous permettent de calculer en quelque sorte à notre place. Calculatrice, ordinateur, smartphone, portable, tablette, etc., etc. Ce qui fait que c'est vrai que le monde a changé et j'entends souvent cette question, pourquoi enseigner le calcul mental? Puisqu'en définitive,
là où il y avait un besoin énorme il y a grosso modo une cinquantaine d'années, les machines sont arrivées dans les années 70-80 pour le grand public. Et donc, pourquoi enseigner le calcul mental? Eh ben, la réponse est un petit peu en lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'en fait, on vit en permanence avec les nombres, on n'a pas forcément une machine sous la main, et le ressenti, cette notion d'ordre de grandeur, de ça fait à peu près combien, etc., ça, la machine, elle ne nous le donne pas. Et puis, je pense qu'elle n'est pas prête de nous le donner parce que la relation, elle est mentale, et donc elle s'établit d'abord avec nous-mêmes, et l'outil intervient ensuite après. Et on peut en avoir besoin pour affiner, pour avoir une réponse précise, exacte, mais ce n'est pas la calculatrice sur l'ordinateur qui va nous donner un ordre de grandeur, qui va nous donner un ressenti avec ces nombres et ces opérations. Donc, il est vraiment essentiel. Moi, je dirais même plus que non seulement c'est essentiel d'enseigner le calcul mental, mais c'est encore plus essentiel aujourd'hui avec ces machines parce que là où on avait une culture du calcul écrit sur lequel je vais revenir quelques minutes après, ben désormais on n'en a plus besoin de ce calcul, enfin beaucoup moins besoin de ce calcul écrit puisqu'on a les machines qui peuvent nous donner des résultats très précis quand on en a besoin. Par contre, encore une fois, le ressenti, etc., ça, pour le coup, on en aura toujours besoin. Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail de la didactique du calcul mental. C'est des choses. Là, je vais revenir sur quelques points culturels. Il y a trois questions qui me semblent essentielles à aborder quand on parle de l'enseignement du calcul. Et c'est des questions que je développe vraiment dans le cadre d'une conférence pédagogique. Donc là, on va dire, je vais effleurer tout ça, je vais l'aborder, mais de façon un peu rapide. Il y a une question centrale, c'est l'équilibre entre le calcul écrit et le calcul mental. Alors j'ai mis une addition posée pour un peu théâtraliser ça. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne très très bien depuis des générations. Tout le monde sait ça, les parents, les grands-parents, qu'on soit à l'école ou en dehors de l'école, c'est quelque chose qui est enseigné, qui est vraiment maîtrisé depuis des générations et qui a formaté un peu nos cerveaux et qui est un petit peu bloquant pour rentrer dans une véritable didactique et culture mentale pour une raison très simple, c'est quand on pose une opération, une telle opération, une telle addition, je commence par la droite, je commence par additionner les unités, je fais 7 plus 5, ça fait 12, je mets le 2, la petite retenue, je passe à la deuxième colonne, hop, ça fait 10, donc je mets le 0, la retenue. Très vite, on se rend compte, c'est le problème des techniques opératoires, on ne calcule pas avec des nombres, on calcule avec les chiffres qui composent les nombres. On calcule avec un 7, un 5, un 6, un 3, etc. On met des chiffres les uns à côté des autres en partant de la droite et en allant vers la gauche. Et en fait, on n'est pas en relation avec les nombres. Très vite, les nombres disparaissent. Il n'y a plus de 967, il n'y a plus de 35. Il y a juste le 7, le 5, le 6, le 3. Et ça crée c'est un vrai problème pour créer une culture, notamment des ordres de grandeur, parce qu'on peut très bien faire cette opération écrite sans avoir un ressenti de à peu près combien ça fait. Donc ça, c'est un problème. Et les cahiers de calcul mental dont on parlera tout à l'heure, c'est une réponse à ce problème parce que là, je pense véritablement, et les programmes sont très clairs, les programmes qui vont sortir donc bientôt, disent par exemple qu'en CP, il faut repousser la technique opératoire de l'addition en période 4 et 5. Ça veut dire que dans les 3 premières périodes de l'année, il faudra faire énormément de calcul mental réfléchi, calculé avec des nombres. Moi, j'aime bien, alors je vais y revenir dans les diapos suivantes. En fait, il faut trouver un équilibre entre le calcul mental et le calcul écrit, mais je pense qu'il faut vraiment inverser un espèce de paradigme. Je pense que depuis des générations, on était plutôt sur beaucoup d'écrits, les techniques opératoires, et puis on faisait du calcul mental, mais plutôt en complément, plutôt après. Et je pense qu'il faut vraiment inverser les choses. Il faut que le calcul mental réfléchi soit le cœur de la pratique, ce soit ça le centre des apprentissages, et que les techniques écrites interviennent en prolongement de ça. Et si on arrive à mettre en place cette culture, et ben les techniques opératoires prendront d'ailleurs plus de sens parce qu'elles seront l'aboutissement d'un véritable travail mental. Alors que si on commence d'entrer, à rentrer dans le dur très rapidement avec les techniques opératoires, très vite on oublie les nombres, on calcule avec des chiffres qui composent les nombres, et la culture mentale, elle a vraiment du mal à s'installer. Et ce que je dis souvent en conférence, c'est qu'il faut, de toute façon, quelle que soit, j'ai envie de dire, la technique d'enseignement qu'on a, les pratiques, les habitudes qu'on a en classe, il faut privilégier toujours le calcul, en fait, avec des nombres. Il faudrait que les nombres soient tout le temps présents.
Et encore une fois, ces techniques opératoires nous mettent plus en relation avec les chiffres qui sont dans les nombres. Donc voilà. Et donc, on va parler beaucoup de culture mentale pour inverser un peu ce mode de fonctionnement. Si on y va, quand on rentre dans cette culture des pratiques mentales avec beaucoup de régularité, de répétition, de verbalisation, on va en reparler aussi, la verbalisation, c'est très, très, très important. Ça développe ce qu'on appelle, ce que les neurosciences insistent beaucoup là-dessus, la fluidité mentale et la flexibilité mentale. La fluidité, en gros, c'est avoir de l'aisance, c'est être en relation avec les nombres, c'est sentir vite, trouver rapidement un calcul quand c'est simple, etc. On ne cherche pas la virtuosité, on ne va pas chercher des choses très compliquées, mais être à l'aise avec les nombres. Ça, c'est de la fluidité. Puis la flexibilité, ça se travaille plus dans la durée, avec le temps, hein, du CP jusqu'à la fin de ses études, et même encore après. La flexibilité, c'est avoir suffisamment d'aisance et de fluidité pour se dire que face à un petit calcul, ou un calcul un peu plus compliqué, j'ai plusieurs possibilités. Et je vais me dire, tiens, je vais plutôt faire ça ou ça ou ça. Là, quand on est capable mentalement de faire du calcul et de faire des choix didactiques et des choix de type de calcul, de type de propriété des nombres ou des opérations, ça c'est la flexibilité. Il faut viser ça. Et encore une fois, les techniques opératoires ne développent ni fluidité ni flexibilité mentale. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Donc voilà, les objectifs du calcul mental, dont on va parler pendant une heure, c'est se développer, faire en sorte que chaque élève se développe son propre répertoire mental. Le répertoire mental, j'aime bien l'image de la caisse à outils. C'est une caisse à outils dans laquelle on essaye de mettre le plus de choses possible. Plus on a d'outils, plus on a une caisse à outils avec plein d'outils, plus on est à même de bricoler. Si on a une caisse à outils, hein, comme je dis des fois, avec juste un tournevis et une clé de 10, on ne va pas faire grand-chose en bricolage. Et bien, le répertoire mental avec les nombres et les opérations, c'est pareil. Plus il y en a, et plus on est à l'aise, et plus on va pouvoir faire des choses. Et ce répertoire mental, ce sont des liens. Il faut créer le plus possible de liaisons. Les nombres, il faut les lier entre eux. Plus on a des nombres liés entre eux additivement, avec la soustraction, la multiplication, la division, plus on a comme ça des liaisons développées, et ben plus la caisse à outils et plus le répertoire mental est riche. Et plus on vit avec les nombres et plus on est à l'aise avec les nombres. Et l'objectif final, en définitive, c'est que si j'ai une caisse à outils bien remplie, que je maîtrise bien, qui est bien rangée, avec plein de choses, et ben je suis à même de résoudre des problèmes. Et le calcul mental, hein, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien dire, c'est pas une finalité en soi. On ne fait pas du calcul mental pour le calcul mental, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a des outils, calculatrices, etc. Alors que le fait d'être à l'aise mentalement, ça va me permettre d'être plus à l'aise en résolution de problèmes. Et la finalité, c'est ça. Faire des maths, c'est résoudre des problèmes. Et si j'ai une bonne culture, une bonne relation solide et amicale avec les nombres et les opérations, eh ben, je serai plus à même de bien résoudre des problèmes. J'avance un petit peu. Dans les problèmes, j'évoquais des problèmes culturels dans la relation mentale qu'on a avec les nombres et les opérations. Donc, il y a ces techniques opératoires dont je viens de parler. J'insiste pas plus parce que voilà, il y aurait plein de choses d'autres à dire sur les problèmes que posent les techniques opératoires, hein, mais ça serait trop long, donc je passe. Et alors, je voudrais évoquer rapidement deux autres petites questions culturelles, notamment ce que j'appelle la culture du calcul mental à l'endroit. Nous, les enseignants, on est tous un petit peu déformés par l'idée de très souvent et un peu trop souvent dire à nos élèves ça fait combien. On leur donne une opération et puis on aimerait savoir combien ça fait. Alors, bien sûr qu'il faut le faire, puisque dans la vie courante, on est très souvent dans le ça fait combien, dans le calcul mental, plutôt à l'endroit. Mais il faut vraiment faire attention dans nos pratiques de classe de bien développer la culture inverse. C'est-à-dire non seulement de dire régulièrement, j'ai mis 6 x 7, ça fait combien, c'est un exemple, évidemment j'aurais pu mettre plein d'autres choses, si c'est des plus jeunes, ce sera additif, etc. Mais régulièrement retourner un peu l'entonnoir en quelque sorte et dire comment tu fais pour fabriquer un nombre. Et là, on rentre dans la culture de la décomposition et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Il faut régulièrement faire du calcul mental à l'endroit, mais ça, je ne me fais pas de souci, on en fait tous. Et c'est un peu la vie, dans la relation qu'on a avec les nombres, on est plutôt dans le à l'endroit. Mais il faut beaucoup, beaucoup faire de décomposition, parce que la décomposition, ça rend le calcul de façon. On est plus actif, c'est plus dynamique, puisqu'on doit faire des choix. Par exemple, si je vous dis 42, c'est quoi?
c'est à vous de vous dire, 42, c'est quoi? Quel nombre va me permettre de faire 42? Ça peut être additif, 40 plus 2, soustractif, 45 moins 3, multiplicatif, et ben, on va penser à 6 fois 7, mais on peut penser à 2 fois 21, on peut penser à 3 fois 14. Et si on met les décimaux, il y en a évidemment beaucoup plus. Et puis de façon divisible, 42, bah, c'est 84 divisé par 2. Voilà. Et cette culture du à l'envers, je vous assure que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Alors, dans les cahiers dont on va reparler juste après, il y a évidemment du à l'endroit, parce que c'est notre vie, c'est notre relation avec les nombres et les opérations, mais il y a beaucoup de choses autour des décompositions et du calcul mental à l'envers, et notamment des jeux. Je vous reparlerai, il y aura une petite partie sur les jeux dans les cahiers. Il y a toujours une partie jeu, et il y a énormément de jeux pour mettre un petit peu en action cette pratique du à l'envers. Et alors là, pour le coup, on est en phase totale avec l'esprit des programmes, parce que la décomposition des nombres est omniprésente dans tous les programmes scolaires, quel que soit le cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Et enfin, dernier petit point culturel, donc après les techniques opératoires, après ce problème du ça fait combien dont il faut régulièrement penser à sortir, il y a le problème, entre guillemets, c'est pas un problème, hein, mais la culture qu'on a dans l'idée de développer l'apprentissage des automatismes. On a nos élèves, c'est très bien, on a envie qu'ils aient le plus possible d'automatismes. Plus j'ai d'automatismes à ma disposition dans mon répertoire mental, dans ma caisse à outils, évidemment, plus je suis à l'aise. Mais la vraie question, c'est pas il en faut ou il en faut pas, on est tous d'accord qu'il en faut, c'est comment on y va. Et là, pour le coup, il faut se méfier de la culture qui est aussi un peu ancestrale, qui est de l'apprentissage un peu par cœur, de j'apprends mes tables d'addition, j'apprends mes tables de multiplication par cœur, en insistant, par répétition, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut vraiment pratiquer de façon régulière le calcul mental réfléchi avec échange, verbalisation, parce que si on rentre dans une pratique régulière et répétitive du calcul mental, j'ai envie de dire classique, eh ben, les automatismes s'installent tout doucement. J'aime bien l'expression à l'insu de son plein gré, mais bien sûr qu'il faut de la régularité et de la répétition. Et par contre, un apprentissage pur et dur, du par cœur, sur des périodes, sur du court terme, va peut-être fonctionner sur un petit moment, sur une petite période, mais dans la durée, c'est pas sûr que ça marche. Alors qu'une pratique régulière du mental réfléchi, avec petit à petit construction d'automatisme et l'installation se fait vraiment de façon à l'insu de son plein gré. Exactement. Hein, y a des exemples, tout à l'heure je vous reparlerai du jeu Matador. Quand on joue à Matador, il y a un dé à 20 faces, et le fait de beaucoup jouer, de beaucoup donc utiliser ce dé à 20 faces dans lequel il y a des nombres entre 10 et 20, on n'a pas que donc ça dépasse les tables de 2 à 9, et bien à force de tests et de tâtonnements, on arrive en fait à automatiser des résultats des tables de 12, 13, 14, 15, etc. Sans vraiment s'en rendre compte. Moi, pour le coup, et je le partage avec beaucoup d'autres gens, c'est vraiment du vécu. À force de répéter, alors régularité, répétition, et de tâtonnement, de tests, et ben, les résultats de la table je vous disais, de 12 jusqu'à 19 s'installent. Voilà. Je pourrais, bon, on va pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais vous réciter le début de ces tables-là. Je les connais et je n'ai jamais fait l'effort de les apprendre, et ça s'est fait tout seul. Voilà. C'est juste une répétition de calcul mental réfléchi à l'endroit, avec de la régularité et de la répétition et de la verbalisation. C'est très très important dans une classe de faire vivre avec de la verbalisation et le calcul mental, parce que quand on fait régulièrement verbaliser, on met une espèce de haut-parleur sur la pensée d'un élève qui va communiquer, ou vous quand c'est vous, et on en fait bénéficier à l'ensemble de la classe. C'est une des grandes différences du calcul mental avec verbalisation et du calcul écrit. Le calcul écrit, quand on pose ses opérations, qu'on est sur son cahier, on est tout seul, on est dans son monde, et en définitive, si on fait que ça, ben, c'est difficile d'en sortir, alors que la verbalisation va faire découvrir d'autres choses. Et ça, c'est vraiment super important. Voilà, donc je suis allé un tout petit peu vite, mais bon, c'était un peu l'objectif, parce que l'idée, c'est quand même… Et puis en plus, sur ce dont je viens de parler, je vais y revenir de façon indirecte, je vais faire des liens quand on va parler du contenu des cahiers, parce que si vous voulez, en fait, de façon claire, les cahiers, ces cahiers qu'on a conçus avec l'équipe des éditions Bordas, eh ben l'idée, c'est quand même de proposer une réponse à cette problématique de trop de techniques opératoires,
d'un peu trop de par cœur à l'endroit quand on veut apprendre des choses, et puis un peu trop de calcul mental à l'endroit et pas toujours suffisamment de décomposition. Et dans ces cahiers, il y a l'idée d'apporter une proposition de réponse à ces trois problèmes qui sont des problèmes culturels et qui sont difficiles en fait à dépasser parce que, soyons clairs, moi je le dis humblement en plus par rapport à moi, c'est du vécu. On l'a souvent vécu soi-même à l'école quand on était élève, et c'est difficile de se détacher de pratiques qu'on a soi-même vécues quand on était élève et qu'on a évidemment gardé quand on est devenu enseignant et qu'on a tendance à transmettre parce qu'on l'a vécu et donc parce que ça a fonctionné pas trop mal sur soi et que finalement on se dit ben, pourquoi changer. Et en fait, globalement, on se rend compte aujourd'hui, la didactique du calcul mental avance, ben, que c'était pas forcément des bonnes pratiques. Voilà. Bon, elles sont là, on va essayer de les dépasser. Alors, voilà une première proposition à propos de ces cahiers. Donc, vous voyez en visuel les nouveaux cahiers CE1, CE2. Les cahiers CM1, CM2 ont déjà quelques années et ils vont eux-mêmes évoluer. Ce sera pour l'année prochaine. Donc, il y aura des éditions modifiées pour CM1, CM2 dans les mois qui viennent et pour l'année prochaine. Alors, pour tous ces cahiers, CE1 à CM2, il y a cette idée de régularité de répétition de verbalisation. Je viens d'en parler déjà pas mal. L'enseignement du calcul mental, il faut qu'il y ait ces trois piliers. En général, la régularité, la répétition, ça fait partie de notre travail d'enseignant. La verbalisation, culturellement, c'est pas si installé que ça. J'en discute régulièrement avec les collègues en conférence et on s'en rend compte, ça fait pas encore partie de notre culture. Là, ça fait pas si longtemps que ça qu'on insiste beaucoup dans les programmes, dans les commentaires de programmes, sur la notion de verbaliser. Hein, l'idée de verbaliser, elle était bien installée, par exemple, pour l'enseignement des langues vivantes en calcul. Voilà, ça prend de l'ampleur. Et en fait, ça fonctionne très très bien. Tous ceux qui vont vers cette idée de verbalisation se rendent compte. Moi, c'est du vécu. Alors, depuis une vingtaine d'années, je me rends compte vraiment, il y a des catégories d'élèves, ceux qui sont un peu en difficulté dans la relation au nombre et aux opérations. Le fait qu'il y ait de la verbalisation de la classe leur permet d'accéder à des choses auxquelles ils n'avaient pas accès. Et l'écrit ne le permet pas. Il y a cette idée de sortir du tout posé. Je me suis permis l'expression sortir du tout posé, voilà, parce qu'il y a une période, bon, ça date un peu, ça fait quelques décennies, où le Graal, c'était les techniques opératoires. On en sort tout doucement, programme après programme depuis 20 ans, les techniques opératoires sont gentiment repoussées. Elles sont encore là. Je pense qu'il faut les mettre au bon endroit, c'est-à-dire après et surtout pas en préalable. C'est-à-dire c'est culture mentale, et puis les techniques opératoires dans le prolongement. Et pour le coup, elles peuvent prendre du sens, plus de sens qu'elles n'en ont, surtout si on commence, comme fut un temps, on commençait par ça. Et pour le coup, là, c'était très embêtant parce que certains élèves, devenus adultes d'ailleurs, n'en sortent jamais. Non, pour certains n'en sont jamais sortis. La preuve en est que beaucoup d'adultes et de jeunes font du calcul mental en posant dans leur tête. Hein, quand on se rend compte que certains adultes posent leurs opérations de tête, ce n'est pas véritablement du calcul mental. Le calcul mental se pratique plutôt de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on prend un nombre et on essaye d'en intégrer un autre sur ce premier nombre. Donc on a cette idée d'une culture gauche-droite plutôt que ces techniques opératoires qui sont droite-gauche. Il y a cette idée de beaucoup de décomposition dans les cahiers, de créer des liens. Alors il y a différents types de liens. J'ai essayé de lier comptage, numération, calcul, une espèce de prolongement. Quand on commence à compter, eh ben, on se sert évidemment de la numération et tout doucement, on va vers le calcul parce que la répétition du comptage nous mène tout doucement vers la notion de calcul. De lier l'addition et la soustraction, faire en sorte de comprendre qu'un élève, quand il soustrait, c'est une addition à l'envers. La preuve, c'est qu'on peut très bien faire la soustraction mentale. Très souvent, on peut la faire de façon additive, simplement par complément. C'est-à-dire, je veux soustraire deux nombres, ben je pars du petit et je cherche à le compléter pour savoir combien il y a d'écart avec le plus grand. Et pour finalement trouver le résultat, ben je fais une addition. C'est assez performant. En tout cas, quand l'écart entre les deux nombres est petit, c'est top. Quand l'écart est plus grand, pas forcément. Et puis lier la multiplication et la division, pour la même raison que l'addition et la soustraction, sont des opérations contraires. Je peux diviser mentalement en faisant des multiplications, en cherchant à compléter, en faisant des paquets de façon à partager. Et donc, je peux très bien faire une division mentale par multiplication.
L'idée de la découverte de propriétés par répétition, donc cette idée de régularité, régularité et de répétition, et de la découverte comme ça par petites touches. Et évidemment, se fabriquer un répertoire mental le plus riche possible. Tout ça en conformité avec ces nouveaux programmes. Il y a un nouveau mot qui apparaît, le travail sur la fluence, je vais y revenir, ça va apparaître dans les diapos suivantes. Et puis, il y a un travail sur les procédures de calcul mental. Alors là, évidemment, qui dit travail sur les procédures, dit verbalisation. C'est cette idée de flexibilité mentale sur un calcul donné, et être capable de se dire je peux faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc voilà, les cahiers CE1, CE2 sont mis à jour dans cette idée des nouveaux programmes, et vous verrez tout à l'heure où ça apparaît dans les cahiers, ce travail sur la fluence et sur les procédures. Juste une petite diapo, on s'est permis ça, c'est l'idée de juste un petit mot pour dire que le calcul mental n'exclut pas l'écrit, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends régulièrement en conférence, mais on va faire du calcul mental, puis là on parlait de cahier, donc on va écrire. Alors le cahier, c'est l'idée d'avoir en quelque sorte la trace, parce que même si on fait du calcul mental, on a quand même parfois besoin de garder la trace écrite, ne serait-ce que pour avoir la mémoire, et puis en avoir besoin par la suite. Donc l'idée du cahier, c'est je mentalise, je fais plein de choses mentales, mais j'en garde la trace. Et puis, comme le cahier va se répéter, il est découpé en 30 semaines, et j'en garde la mémoire semaine après semaine. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre calcul mental et puis cette idée d'écrire en même temps ce qu'on trouve. Là, vous avez une capture d'écran de la première semaine du cahier de CE2. Et donc, vous voyez déjà, j'y reviendrai après, mais bon, vous le voyez déjà, tout en bas de la page, en bas à droite, vous avez 10 petites cases qui permettront à l'élève de mettre ses résultats quand vous pourrez faire des petits tests de fluence qui vous seront proposés, que je vous montrerai après aussi, que vous pourrez télécharger sur le site qui accompagne les cahiers. Et vous voyez aussi la décomposition en 4 jours. Jour 1, jour 2, donc jour 1 tous ensemble qui va aller avec un diaporama, je vais y revenir. Le jour 2, donc je démarre. Le jour 3, je monte. Et puis le jour 4, le dernier jour de la semaine, l'idée c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis dans le jour 4, il y aura toujours la même, vous retrouverez la même typologie, c'est-à-dire un petit problème, une petite résolution de problème relativement simple, un jeu sur lesquels je reviendrai. Donc là, c'est un tirage Matador, par exemple. Et puis, le test de fluence qui est en dessous. Et puis, de temps en temps, il y aura aussi en plus les nouveautés dont je vais parler tout à l'heure dans les programmes 2025, en CE1, CE2. Il y a des petites nouveautés donc, sur lesquelles je vais revenir. Les intentions pédagogiques. Alors, donc la régularité et la répétition, cette idée de, évidemment, c'est au cœur des apprentissages, de la pratique quotidienne, répétition en douceur, c'est l'idée de ces 15-20 minutes quotidiennes. On peut aussi, il y a une souplesse dans l'utilisation du cahier. On les a conçus avec 4 jours, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. On peut aussi imaginer que certaines semaines qui sont un peu bousculées, on peut très bien regrouper et faire, pourquoi pas, parce qu'on est sur une semaine un peu embêtée, en faire un peu plus un jour et puis faire le jour 2 et le jour 3 ensemble. Enfin bon, la proposition, elle est adaptable. Il faut aussi la prendre, chacun peut l'adapter aussi à sa façon. Mais en tout cas, on est parti dans l'idée d'un découpage de l'année avec 30 semaines, en laissant une petite marge, parce qu'une année scolaire, c'est plutôt 36 semaines. Comme ça laisse une petite marge. Et puis, chaque semaine est découpée elle-même en 4 jours. On va retrouver donc la régularité et la répétition pour l'apprentissage de tout ce qui est autour des automatismes. L'affluence va y aider. J'ai ajouté, on ne cherche pas la virtuosité technique, on cherche à installer une véritable relation avec de l'aisance, de la fluidité mentale. Et la virtuosité éventuellement avec la flexibilité, ça va venir petit à petit avec le temps, avec l'installation d'une pratique régulière. Et puis donc il y a le troisième, je vous ai parlé des 3 piliers, régularité, répétition, et le troisième, donc la verbalisation, ça va plutôt aller avec les diaporamas, même si on peut très bien imaginer dans le travail sur les cahiers que par moment, il y aura pourquoi pas des mises en commun collectives et qu'on pourra très bien mettre de la verbalisation dans la correction, le suivi des cahiers.
Donc la verbalisation, elle est, j'ai envie de dire, automatique, inhérente dans le fonctionnement d'un diaporama, mais elle peut se retrouver à d'autres moments. Les diaporamas, je vais vous en faire défiler un en exemple juste après. La puissance du diaporama, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre d'installer la verbalisation dans la classe. Il y a l'écran, les images vont défiler, les élèves sont captés un petit peu par cet écran, et ça permet, il y a le visuel avec les images du diaporama, et puis il va y avoir les échanges dans la classe et la verbalisation qui va donc apporter la dimension auditive. Donc on a le visuel et l'auditif, et pour le coup, c'est les deux portes d'entrée principales dans le fonctionnement quand on est en situation d'apprentissage. Sur les 5 sens, c'est le visuel et l'auditif qui fonctionnent le plus. Le tactile peut intervenir, hein. D'ailleurs, dans l'utilisation des cahiers, on peut très bien imaginer un peu de manipulation avec, pourquoi pas, des objets type réglette cuisinière, des jetons, etc. Les élèves qui en ont besoin, pourquoi pas installer la manipulation en même temps. Bon, les deux autres sens, évidemment, interviennent un peu moins, hein, le gustatif et puis l'olfactif, pour le coup, un peu moins. Voilà. Enfin, pratiquement pas. Et donc, ces diaporamas, voilà, ça va vous permettre d'installer une culture régulière, puisqu'il y en a un par semaine, donc 30 diaporamas dans l'année, où il y aura 4 questions, et on va installer cette verbalisation. J'ajoute, c'est une proposition complète, la progression des cahiers avec les diaporamas. Pour ceux qui sont vraiment installés dans cette culture de la verbalisation, ne pas hésiter à pourquoi pas vous en refabriquer d'autres en complément. Enfin, la culture du diaporama, elle peut, et ça fonctionne tellement bien qu'on peut l'imaginer après utiliser le diaporama pour d'autres choses que le calcul mental. Moi, je suis vraiment un adepte du diaporama. C'est quelque chose. Ça fait une vingtaine d'années que je l'utilise à titre personnel dans mes classes et vraiment, ça fonctionne très, très bien. Il y a cette idée d'apprentissage. Je reviens en arrière, je suis allé un tout petit peu vite. Je repasse. Voilà. Il y a cette idée d'apprentissage collaboratif. On écoute, on apprend à s'écouter, on entend des choses et les élèves comprennent très vite qu'ils apprennent aussi en entendant les autres. Vous aurez la progression de chaque année pour chaque cahier. Elle se trouve sur le site qui accompagne les cahiers de ce site des éditions Bordas. Vous avez l'adresse qui s'affiche sous vos yeux. Et donc là, je vous ai mis la programmation du cahier CE2. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon on y est encore à minuit, hein. Enfin bon, pas, mais voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site pour rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a une proposition de progression complète par période, 5 périodes, et vous retrouverez toutes les thématiques qui apparaissent. Et encore une fois, ces cahiers, c'est une proposition de progression annuelle de calcul mental, et c'est très important d'avoir une progression annuelle et non pas de faire du calcul mental par petites touches de temps en temps, comme ça se faisait avant, un peu en complément des techniques opératoires. Non, il faut vraiment que ce soit le cœur. Et si c'est le cœur du réacteur, il faut vraiment qu'il y ait une progression qui l'accompagne. Donc la présentation d'une semaine type, je l'ai déjà un peu évoqué, hein, la diapo d'avant, vous retrouvez, c'est la même, hein, le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, voilà. Encore une fois, proposition globale, aménageable en fonction du fonctionnement d'une semaine à l'autre, hein. Là, chacun est totalement libre, mais en tout cas, c'est une proposition complète, donc on peut très bien imaginer de la suivre à la lettre, hein, pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien cette idée de liberté, d'avoir toujours la possibilité d'ajustement possible. Il y a le cahier corrigé, qui peut être utilisé de plein de façons différentes, parce que ça peut être totalement en autonomie. Les élèves qui ont terminé, qui peuvent aller consulter le cahier, ça peut se faire seul, ça peut se faire entre pairs, donc par petits groupes. On peut imaginer une correction collective, pourquoi pas. On peut imaginer que vous, pourquoi pas, même fassiez une capture d'écran et que ce soit vidéo projetée, et que ce soit collectivement et qu'on y mette de la verbalisation. Enfin, voilà, je pense, encore une fois, j'aime bien cette notion de liberté, il y a vraiment des modalités, on l'a mis, une modalité de travail pluriel. C'est-à-dire que ce cahier corrigé, il est à votre disposition. En voilà une capture d'écran. Donc, la semaine 1 du CE2 que vous avez vu vierge, version cahier élève juste avant, vous l'avez, voilà, ici en cahier corrigé. Donc là, vous voyez les 10 réponses du test de fluence, dont je vais vous parler après pour éventuellement savoir faire, enfin, comment récupérer le contenu de ces tests de fluence hebdomadaires
Il y en a donc 30, puisqu'il y a 30 semaines sur l'année. Alors, parlons, faisons un petit zoom sur les diaporamas. Donc, j'ai mis quelques commentaires. Évidemment, il faut un vidéo ou projecteur ou un TBI. Visuel auditif, je l'avais dit. S'installe la régularité. On va travailler de l'automatisé, du réfléchi du jeu. Et important, pourquoi pas utiliser l'ardoise, hein. Moi, je pense qu'un élève, hein, ça je ne l'ai pas évoqué, on peut écrire, on peut faire du calcul mental et écrire un peu, soulager la mémoire de travail qui peut être un peu juste pour certains. J'écris des choses. Par contre, la frontière, c'est je ne pose pas. Voilà, j'ai mon ardoise, je peux faire des petits dessins, je peux faire des petits calculs intermédiaires, mais j'écris en ligne. Hein, je ne l'ai pas prononcé d'ailleurs encore, le terme de calcul en ligne. Le registre mental va très bien avec l'écriture en ligne des opérations et pas en technique opératoire, parce que là, on est en colonne et on est sur ce droite-gauche. Alors que quand on est en ligne, on est plus en phase avec le registre mental et on est plus en phase avec ce registre gauche-droite, puisqu'on écrit dans le sens de l'écriture, et les nombres, on les vit plutôt de gauche à droite, puisqu'on les lit de gauche à droite, on les écrit de gauche à droite, on les prononce de gauche à droite. Et encore une fois, cette technique opératoire, paf, on commence par la droite, ce qui n'est pas très, très naturel par rapport au vécu qu'on peut avoir. Ça, c'est le site, l'adresse du site que vous aviez vu déjà tout à l'heure, sur ce site, vous pourrez récupérer, il y a de nombreuses ressources, dont les diaporamas, les 30 diaporamas. Je vais en faire défiler un, celui de la semaine 1 du CE2, et puis les tests de fluence, et puis la progression annuelle, voilà, et vous pourrez récupérer tout ça. C'est téléchargeable et c'est en téléchargement absolument libre. Je vous propose de découvrir le diaporama de la semaine 1 et du jour 1 du CE2. Alors, évidemment, faute de temps, hein, je vais aller un petit peu vite. Vous allez pouvoir le découvrir, mais vous pourrez les télécharger, les 30 de CE2, les 30 de CE1. On a même fait un double niveau CE1, CE2. Il y en a 30 en CM1, 30 en CM2 et un double niveau CM1, CM2. Et puis, il viendra l'année prochaine le CP. Voilà, puisqu'on a prévu d'élargir aussi au cahier CP pour l'année prochaine. Alors, première diapo, voilà. Alors, j'ai mis matériel utilisable, hein, ardoise, affichage dans la classe, jetons, recherche silencieuse. Vous affichez la question, ça va être un petit peu habillé. Voilà, je vais faire défiler comme ça, je vais pouvoir commenter en même temps. Voilà, semaine 1, c'est parti pour le premier diaporama, CE2. On commence par une petite suite logique. Alors là, on est sur du comptage, de 2 en 2. Donc, trouve dans ta tête ou sur l'ardoise les nombres qui manquent. Ils peuvent écrire sur leur ardoise, ils peuvent le faire de tête. Et vous avez toujours deux petits personnages, une fille et un garçon, qui vont apporter des petits commentaires. Trouve l'arrêt qui permet de passer d'une case à l'autre. Quel est ce calcul qui fait passer de 6 à 8, de 8 à 10? Alors, vous laissez un temps de recherche. Et il faut que la réponse vienne de la classe. Il faut installer la verbalisation. Qui veut donner sa réponse? Il va falloir faire circuler la parole, faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et puis au bout d'un moment, on se met d'accord. Et là, hop, on affiche la réponse. Ah ben voilà, c'est bon, on est d'accord. Et puis ça va être habillé, ils sont habillés en amont, ils sont habillés en aval, où on a rajouté des petits commentaires. J'ai compté de 2 en 2. L'écriture en ligne associée, toujours en ligne, hein, jamais de poser, bien sûr. Deuxième question, voilà, 15 plus 9. La fille dit je pars de 15, le garçon dit et j'ajoute 9. L'idée de faire du gauche-droite, hein, parce que attention, vos élèves, ceux qui sont formatés au calcul posé, technique opératoire, hein, j'entends encore parfois, même en sixième, je suis en collège, je fais 5 plus 9, hein, j'imagine le calcul posé dans ma tête, 5 plus 9, ça fait 14, je mets 4, je retiens 1 plus 1. Ça, c'est pas du calcul mental. Hein, je ne trouve pas 24. Ça fait un 4 et un 2, qui devient ensuite 24. Si le calcul mental, c'est 15 plus 9, je pars de 15. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois ajouter 9. Moi, je vais mettre 5, par exemple, pour arriver à 20. Et puis, je vais remettre 4, ça fera 24. Ou alors, je pense à passer à la dizaine. Je vais ajouter 10 et puis retrancher 1. Et on peut imaginer plusieurs procédures qui seront dites dans la classe. Le top du top dans un diaporama en classe, c'est quand il y a plusieurs procédures qui sont dites dans la classe. Là, c'est vraiment très, très sympa. Et vous verrez, ça fonctionne relativement bien parce que les élèves, ils prennent un grand plaisir. Donc là, il y a une petite aide qui est proposée par donc la fille dit je pars de 15, et on a mis, quand c'était possible, un affichage avec des jetons.
Voilà, donc là, la réponse s'affiche et il y a un affichage en aval avec une visualisation, donc on peut imaginer un peu de manipulation avec. Et il y a une proposition, de temps en temps, on fait une proposition en lien avec les programmes, parce que dans les programmes de cycle 2, il y a cette idée de travailler sur la procédure pour ajouter 9, de penser à ajouter 10, et puis de retirer 1. Donc là, on l'a rajouté. Donc 15 plus 9, là, une proposition, on va dire, efficace, efficiente, c'est de penser à ajouter 10, 25, et puis de retrancher 1. Non, pas dernière, troisième question, puisque les diaporamas font 4 questions. Ça, j'avais peut-être pas dit. Voilà, 4 questions. Là, on est dans la troisième. Une opération à trous. On est dans la décomposition. Les opérations à trous, c'est génial pour déjà rentrer dans la culture du calcul à l'envers. J'ai 15, qu'est-ce qui manque pour arriver à 20? Donc, je pars de 15, combien faut-il ajouter pour 20? On laisse un petit moment et ça va être proposé dans la classe. La réponse vient de la classe. Et ensuite, alors il y a déjà l'habillage pour aider. Et ça peut aider de visualiser les jetons. Et puis, la réponse est proposée. Alors, encore une fois, la classe d'abord, et puis on confirme ensuite avec le diaporama. Voilà. Qui, de temps en temps, on a rajouté qu'il y a une autre idée pour inciter à cette idée de verbalisation riche dans la classe. Dernière question, quel est le double de 8? Le double de 8, dit la fille, eh ben, c'est 2 fois ce nombre. Et voilà, un petit habillage visuel. La réponse dans la classe et enfin la réponse qui s'affiche, le 16, et l'habillage, le complément avec l'écriture en ligne et puis l'écriture multiplicative. Voilà, donc voilà pour un petit exemple de diaporama. Je vous laisse évidemment pour le plaisir découvrir les autres, sachant, je me répète, qu'il y en a toujours un par semaine. 30 doubles pages dans le cahier en 4 jours. Les nouveautés, j'arrive sur les nouveautés des programmes 2025, c'est les tests de fluence et donc les astuces. Alors les tests de fluence, j'en ai un tout petit peu parlé. Allez, les astuces qu'on va retrouver dans les cahiers, vous allez avoir des captures d'écran, ça va être un lien avec les procédures sur lesquelles on va vous demander de travailler, qui sont dans les programmes, dans les nouveaux programmes 2025, en CE1, en CE2, puis ça va arriver en CM1 également aussi, et en CM2, c'est pour l'année prochaine. Puisque ne change à la rentrée 2025 que CP, CE1, CE2 et CM1. Le CM2 est reporté à 2026. Donc, on a mis l'entraînement à l'affluence, je vous l'avais déjà dit, c'est en jour 4. Dans le jour 4, on va retrouver la petite résolution de problème, un jeu sur lequel je vais revenir, ce sera à la fin quand je parlerai des jeux. Et puis, il y aura les petites nouveautés, notamment les fractions. Donc, je vais vous... voilà, ça arrive. Quand il y aura les nouveautés fractions, on les a mis en jour 4, en lien avec le donc petit problème et puis la nouveauté fraction. On garde le jeu et le test de fluence. On est parti, on a choisi avec les éditions Bordas de démarrer en douceur, c'est-à-dire les fractions vont arriver progressivement, donc en P4 et P5 pour le CE1, et puis P3, P4, P5 pour le CE2. Ça sera des exercices simples. L'idée des programmes, l'introduction des fractions en cycle 2 dans ces nouveaux programmes, c'est l'idée de s'acclimater avec des fractions qu'on ne connaît pas et avec juste l'idée d'insister sur la représentation graphique, d'avoir une espèce d'image mentale associée à ces nouveaux nombres qu'on connaît oralement, parce qu'il y a un élève, même quand il est un enfant, quand il n'est pas très âgé, il a déjà entendu un demi, un tiers, un quart, c'est des mots qu'il peut avoir à entendre, mais il n'y aura pas forcément l'image qui va avec. Donc l'idée de ces cahiers, c'est vraiment de faire un lien entre représentation et ces nouveaux nombres que sont les fractions. Voilà, vous avez un exemple sous les yeux. Les tests de fluence, donc il y en a un par semaine, donc 30 tests de fluence hebdomadaires, et on a rajouté, c'est dans les cahiers, 10 tests de fluence avec 2 par période. Donc P1, période 1, 2 tests de fluence, période 2, 2 autres, etc. Ça en fera donc 10, puisqu'il y a 5 périodes. Et ceux-là, ils seront, comment dire, en auto-évaluation, puisqu'ils seront intégrés dans les cahiers élèves. Alors que les tests de fluence hebdomadaires, c'est vous qui pourrez récupérer sur le site des éditions Bordas le contenu de ces 30 tests de fluence. D'accord ? Voilà. Et donc, à vous de les utiliser. Ça vous fait 30 tests de fluence hebdomadaires, par semaine, plus
10 tests de fluence par période qui sont utilisables à votre convenance. Voilà. On peut très bien imaginer de s'en servir de temps en temps pour faire des petites évaluations. Moi, je pense que c'est un bon outil pour faire comme ça, un espèce d'instrument de mesure des progrès au cours de l'année. Attention de ne pas en faire un instrument d'enseignement. Attention de ne pas trop insister sur, comment dire, le côté virtuose, le côté rapide. Il faut laisser une grande place au calcul mental réfléchi et bien penser que les automatismes, ils sont dans le prolongement de ça. Et d'ailleurs, le calibrage qui est prévu dans ces nouveaux programmes le permet complètement parce que, alors en CP, donc ce sera pour l'année prochaine, il est prévu en 3 minutes 9 calculs. En CE1, il est prévu en 3 minutes 12 calculs. Et puis en CE2, il est prévu en 3 minutes 15 calculs. Ça laisse de la place à la réflexion. En CP, 9 calculs en 3 minutes, ça fait donc, on est sur 3 calculs à la minute, ça fait 20 secondes par calcul. Ça laisse une grande place au calcul réfléchi. On a le temps de réfléchir. On n'est pas dans l'automatisme dans la seconde ou dans les 2 ou 3 secondes, d'accord? Donc, on pourra vraiment laisser le temps de la réflexion. 12 résultats en 3 minutes en CE1, ça fait du 4 calculs à la minute. On est donc sur 15 secondes par calcul. C'est encore assez large. Et puis en CE2, 15 résultats en 3 minutes, ça vous fait du 5 calculs à la minute. On est donc sur 12 secondes. Et ben, c'est pas mal. Et c'est ce calibrage d'ailleurs qu'on gardera pour le CM1 et le CM2. Ça laisse une place à un peu d'automatisme, mais ça laisse une grande place au calcul mental réfléchi. Et c'est très très bien. Les astuces, alors, elles seront dans les cahiers. Il y aura 10 astuces par niveau, donc CE1, CE2 viendra CM1, CM2, qui seront en lien direct avec les procédures qui sont dans les programmes 2025 qui vont sortir. Hein, et on a choisi avec donc l'équipe Bordas de rajouter dans chaque partie des cahiers, donc dans les 30 semaines, des petits pictogrammes. Vous envoyez un exemple à astuce 7. Et ben, quand dans un cahier interviendra l'astuce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y aura un petit picto qui renverra au contenu de l'astuce qui sera dans le cahier. J'ai essayé de faire au maximum d'utiliser un vocabulaire qui soit adapté aux élèves. C'est-à-dire que la rédaction de ces astuces de calcul mental, elles sont adressées évidemment aux enseignants, mais elles sont conçues pour être lues et comprises et utilisées par les élèves. Voilà. C'est un vrai exercice d'ailleurs sémantique parce que je pense, comme c'est des cahiers élèves, il faut que les élèves se les approprient. Donc les astuces, c'est pour eux. Évidemment, nous, on va s'en servir aussi, mais c'est aussi et beaucoup pour eux. Voilà. Donc sur le site de ressources, eh ben, donc l'adresse vous l'avez, hein, cahier-calculmental.édition-bordas.fr avec les tirés entre cahier et calcul et mental. Voilà, vous retrouverez tous les diaporamas téléchargeables et la présentation complète, je vous l'ai dit tout à l'heure, la programmation, la progression donc annuelle, les diaporamas, et puis les tests de fluence. Donc, les tests de fluence hebdomadaires, donc, qui sont en bas à droite de chaque double page correspondant à une semaine. Et sur le site, eh ben, vous aurez 2 modes de téléchargement. Vous pourrez les télécharger en format PDF, auquel cas, c'est l'enseignant qui dictera les calculs et à ce moment-là, les élèves mettront leurs réponses dans la petite case du cahier. Mais on les a aussi conçus, et je pense que ça peut être vraiment sympa, en mode diaporama, timé, c'est-à-dire avec le temps, le nombre de secondes par calcul est prévu, le timing est donc conçu de façon à ce qu'il y ait bien le nombre de calculs dans les 2 minutes et que ça corresponde au calibrage prévu des programmes. C'est exactement le même calibrage. Et donc là, pour le coup, vous lancez le diaporama et les élèves n'ont plus qu'à suivre le diaporama sous les yeux et puis ils mettent leur réponse dans le petit cahier. Il y a une petite sonnerie qui indique que ça va bientôt passer à la question suivante et il y a les 10 questions. Voilà. Ils sont timés en, je reviens en arrière, ils sont timés en 2 minutes parce que sur les cahiers, j'ai prévu 10 des tests de fluence avec 10 questions en 2 minutes et ça correspond exactement aux 15 questions en 3 minutes qui sont évoquées dans les programmes.
Et puis sur les cahiers CE1, ça sera 8 calculs, et 8 calculs en 2 minutes, ça correspondra bien aux 12 calculs en 3 minutes prévus dans les programmes de CE1. Donc on respecte totalement le timing prévu dans les programmes. Et pour terminer, je regarde, j'ai un petit œil sur le chrono, ça colle. On va terminer par les jeux. Ça, c'est le petit plus des cahiers. C'est aussi ce qui va rendre vraiment attractif l'idée de jongler et de faire du calcul avec plaisir. Il faut que le calcul, ce soit un truc attractif. Un enfant en primaire, il faut que le calcul, il se dise ouais, c'est bien, c'est fun. Et puis si on aime vraiment ça, ça peut même être carrément jubilatoire. Bon, ça ne sera pas forcément jubilatoire pour tout le monde, mais en tout cas, pour beaucoup, je me rends compte que moi qui vais pas mal dans les classes de primaire, oui, c'est le cas. Et donc, il faut essayer de le rendre jubilatoire. Ça fait des millénaires qu'on joue. Hein. J'ai mis des osselets. Et puis, ça, sur la droite, c'est un jeu de plateau qu'on retrouve dans des tombeaux de pharaons égyptiens. Donc, c'est des jeux de société qui ont, pour certains, jusqu'à 3 000 à 4 000 ans. Donc, on joue voilà, depuis la nuit des temps. Et le calcul mental à l'envers se prête bien au jeu. Donc, dans les cahiers, chaque semaine, il y a ou un duo, ou un trio, ou un matador. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est des jeux de compte et bon. Tous les trois, hein, duo, trio, matador, c'est du compte et bon. Et sans écrit, vraiment, pas besoin d'écrire pour duo, trio. Mentalement, ça suffit. Un élève peut écrire, mais vous verrez, il n'en aura pas trop besoin. Pour matador, ce ne sera pas tout à fait le cas. Il y aura certainement besoin d'écrire. Très visuel et très facile à comprendre. Duo en CE1, par exemple, là, le nombre cible, c'est 20. Il faut essayer de fabriquer 20 avec deux nombres dans la grille, ou voisins verticaux, ou voisins horizontaux, ou voisins en diagonale, n'importe où. Et on les entoure quand on a trouvé. Là, vous pourrez les laisser chercher un petit moment. Ils pourront faire même ça en équipe, par petits groupes. Ils auront éventuellement le cahier corrigé pour voir les solutions. Je vous donne les solutions tout de suite. Comme ça, vous avez, hop. Vous voyez, le 20, il y a un 8 plus 12, un 4 plus 16, un 9 plus 11 et un 2 fois 10. Il y a du multiplicatif aussi. On est en CE1. On gravit un peu les échelons. En CM1, vous allez avoir une grille plus grande. Je suis parti de petites grilles, des grilles 4-4, et on va jusqu'à grille 7-7. Hein, le vrai jeu trio, je l'ai à côté de moi. Voilà, ça, c'est le jeu trio. C'est tiré d'un jeu qui existe. Voilà. Et pour le coup, là, on a beaucoup plus de possibilités. Et attention, avec trio, quand on est en cycle 3, l'idée, c'est plutôt de fabriquer le nombre cible avec trois nombres, toujours voisins, alignés verticalement, horizontalement ou en diagonale. Opération libre, fait ce qu'on veut. On peut faire des duos. Hein. L'avantage de trio, c'est qu'on peut jouer en même temps duo. Par exemple, 42, 6 x 7. Si j'ai un 6 et un 7, j'envoie deux voisins 6 et 7 en diagonale, ça fait un duo. Et ben voilà, on le voit là, solution. Et sur le cahier corrigé, vous aurez toujours des solutions proposées. Elles n'y sont pas forcément toutes parce qu'il y a souvent beaucoup de solutions. Voilà, on arrive à Matador, c'est le dernier, c'est dans la progression, duo très simple, trio un petit peu plus difficile, Matador un petit peu plus difficile, et là, pour le coup, il y a besoin d'écrire en ligne. L'écriture en ligne est quasi obligatoire pour un enfant, même pour un adulte. Je vous dis en deux mots pourquoi. Duo, c'est du jeu de compter bon avec deux nombres, trio, c'est du jeu de compter bon avec trois nombres, et Matador, on est sur un jeu de compter bon avec 5 nombres, parce que c'est un jeu qui vient, qui existe en jeu physique et qui utilise 5 dés. Vous les avez en visuel là sur la droite. Et donc, je vais vous donner un exemple. Alors pareil, hein, ils peuvent chercher en individuel ou en groupe. Et on peut même imaginer de jouer avec toute la classe. Et ces jeux-là, vous pouvez, moi je vous conseille de les faire vivre même à d'autres moments, d'en faire pas forcément qu'un exemple par semaine qui est dans le cahier. On peut très bien imaginer de jouer un peu plus et de faire des moments où on va faire du jeu en petits groupes, en individuel, en complément. Hein. Ça, pour le coup, on est encore une fois sur une proposition de progression annuelle, mais qui peut s'enrichir aussi bien en diaporama qu'en situation de jeu. Alors, en CE1, par exemple, j'ai fait un mini Matador, pardon, au lieu d'avoir 5 nombres, j'en ai mis que 4. Vous avez 4 nombres outils et il faut fabriquer 24, qui est le nombre cible. Et pour le coup, vous voyez, on a une progression duo 2 nombres, trio 3 nombres, et là, on a un mini Matador avec 4 nombres. Et j'essaye de faire 24 opérations libres. Proposition dans le cahier corrigé. Là, on n'a pas le temps de chercher, hein, parce qu'en conférence, on prend le temps de chercher et puis de comparer les solutions. Voilà, il y aura toujours 3 propositions de solutions qui seront proposées. Avec toujours un choix de tirages qui sont des tirages suffisamment riches. En cycle 3, donc là en CM2,
vous avez les 5 nombres, donc le dé à 4 faces, le cube, le dé à 8 faces, octaèdre, le dé à 12 faces, le dodécaèdre, et là vous avez un bel icosaèdre, le dé à 20 faces, je l'ai en grande taille, là voilà, je vous le montre, voilà un gros icosaèdre. Et donc j'ai 5 nombres, je fais ce que je veux, des plus, des moins, des multipliés, des divisés, il faut que j'essaye de fabriquer 60. Et là, en cycle 3, on a rajouté, parce que dans la règle du jeu, il y a le coup matador. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fabriquer le nombre cible, donc ici 60, utiliser les 5 nombres et faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division. C'est la quintessence, on a tout utilisé, les nombres, les opérations. Bon, évidemment, ce n'est pas accessible pour tout le monde, hein, c'est pour ceux qui... pour le coup, si vous pratiquez ça régulièrement tout au long de l'année, de la semaine 1 à la fin de l'année, vous allez voir une véritable progression de vos élèves, une aisance en calcul mental à l'envers. Duo, Trio et Matador sont des jeux qui fonctionnent depuis quelques décennies et qui vraiment apportent, travaillent à la fois la fluidité mentale et travaillent la flexibilité mentale. Parce que Matador, comme trio et comme duo, il y a toujours plein de solutions. Et c'est ça qui donne de l'intérêt au jeu parce qu'on devient flexible. On se dit 60, je peux faire 5 plus 5, 10, 6 fois 10, 60. Et puis, je peux faire éventuellement d'autres choses. Je peux faire 3 fois 5, 15. Et puis, je sais que c'est 4 fois 15. Alors, le 4, je vais faire 6 moins 2. Ça fait 4, 4 fois 15, 60. D'accord? Et puis, si je veux faire un coup Matador, 5 plus 5, 10, fois 6, 60. Il me reste le 3 et le 2. Je fais 3 moins 2, ça me fait une soustraction et je divise par 1. J'ai fait un plus, 5 plus 5, j'ai fait un fois 6, j'ai fait un moins, 3 moins 2, puis je divise par 1. Et voilà, ça donne, eh ben, c'est le coup Matador que vous voyez apparaître sur le cahier solution. Je crois que j'arrive à peu près à la fin pour, pour cette fin d'heure. Donc la conclusion, c'est ces cahiers, ils sont créés pour faire vivre tout au long de l'année le triptyque RRV, la régularité, la répétition et la réalisation, avec des diaporamas, avec le travail régulier dans le cahier pour jongler mentalement, et puis ces jeux qui vont apporter la dimension, la touche plaisir, mais en même temps le travail aussi sur cette fluidité et cette flexibilité. Voilà, donc la régularité, ben, les diaporamas, les cahiers, la répétition, même chose avec les jeux, parce que l'idée de jouer dans la répétition, dans la durée, ça installe la répétition. Et puis la verbalisation tout le temps, à toutes les sauces. Hein, la verbalisation, vous pouvez la mettre tout le temps. Et il faut ces 3 piliers. S'il n'y a pas ces 3 piliers, eh ben, il manque quelque chose. C'est voilà, une proposition de progression annuelle de calcul mental. On installe la culture mentale et on a la trace écrite avec le cahier. Et l'objectif, c'est d'aller vers la résolution de problèmes. Il y a chaque semaine un petit problème, au moins un petit problème dans le jour 4, mais des problèmes simples, avec une étape. Et puis après, à vous de compléter ça avec un travail sur la résolution de problèmes qui va venir en complément des cahiers Bordas. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai essayé de vous présenter. Je sais que j'étais un peu rapide et un peu, voilà, un peu rapide. J'ai essayé de vous donner le plus possible de pistes. Le site est à votre disposition pour découvrir les tests de fluence, les diaporamas, la progression. Et puis après, ben maintenant, voilà, c'est à vous de calculer et puis de jouer en même temps parce que moi, je tiens beaucoup à cette idée d'enseigner le calcul et que ce soit pas quelque chose de rébarbatif et un peu galère et qui évoque la sueur et de la difficulté, mais il faut qu'il y ait une notion de plaisir et de jonglage mental. Voilà, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions à la suite, parce que comme je suis allé un peu vite, j'ai dû forcément oublier des petites choses. Merci beaucoup Eric pour cette présentation très riche et passionnante. Alors oui, on a eu quelques petites questions sur le fil de la discussion. Alors je vais commencer par te transmettre cette question qui est plus une remarque en fait d'une enseignante qui dit: les tests de fluence ont tendance à développer de l'anxiété chez certains élèves qui tend à perturber leur réflexion, ce qui ne rend pas forcément compte de leurs possibilités réelles. Est-ce que tu peux réagir sur ce commentaire et peut-être parler de ton expérience? Oui, je comprends tout à fait cette remarque, je la partage, je la vis aussi dans mes classes. Moi, dans mes diaporamas, je laisse plutôt beaucoup de temps.
de façon à, je me calque sur ceux qui, je sais pour lesquels il y a des petites difficultés et qui ont besoin de temps. Et donc oui, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, attention à ne pas faire de ces tests de fluence un instrument de rapidité, de vitesse et de virtuosité qui serait totalement contre-productif parce que ceux qui sont un peu pas très à l'aise, qui stressent un peu, eh ben, ça va accentuer les difficultés. Donc, il faut faire très attention. Je partage cette remarque. Euh, comment dire, n'hésitez pas à mettre un peu de mou sur la durée de ces tests. Une chose quand même très positive, moi j'étais agréablement surpris quand j'ai vu le calibrage, je vous en ai parlé tout à l'heure, du temps prévu et du nombre de calculs par minute. Donc dans ces 3 minutes en CP, CE1, C2, je vous rappelle 9 calculs en CP en 3 minutes, 12 en CE1 et 15 en CE2. Honnêtement, je pense que vraiment ça laisse la place à justement dépasser ce problème de la rapidité et du stress. Voilà. Faites au mieux, mais je pense par contre, une fois de temps en temps, c'est quand même un bon instrument qui peut vous permettre de mesurer les progrès des élèves et effectivement en faisant attention à cette notion de stress. Et puis, je pense que ça tient aussi à la façon dont vous les présenterez. Voilà, il faut arrondir les angles hein, et puis faire en sorte que on ne mette pas en avant la compétition et puis le record et la rapidité. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être on peut ajouter aussi que le fait d'en avoir 30, un par semaine, ça va aussi créer une sorte d'habitude et Exact, qui va avoir pour exact, effet de désangoisser certains élèves. tout à fait. Je passe à une autre question qui alors concerne toujours un peu la durée, mais cette fois plutôt dans les diaporamas du jour 1. Combien de temps préconisez-vous de laisser aux élèves pour chaque question du diaporama? Alors, ben, c'est une bonne question qui est en lien avec la question précédente, d'ailleurs, cette idée de temps. Écoutez, alors, on les a pas, ils sont pas timés, c'est-à-dire il y a pas de timer qui est associé à ces diaporamas. Chacun, moi j'ai envie de dire, chacun est libre et c'est à vous à gérer ça. Moi, dans ma pratique, alors, il n'y a pas de règle absolue, ça dépend vraiment des groupes. Il y a des groupes qui sont un peu plus à l'aise, voilà, d'une année à l'autre. Moi, cette année, j'ai 2 classes de sixième, mais ben, c'est pas la même fluidité dans les 2 classes. Donc, c'est vraiment un petit peu au nez, là, hein. Voilà, faut sentir un peu les choses. Et moi, j'ai tendance à me baser sur ceux qui sont plutôt en difficulté et à laisser un petit peu de temps, un petit peu de mou. Et ceux qui se débrouillent bien, parce que j'entends souvent comme remarque, oui, mais on a des élèves qui sont rapides, etc. Ce qu'il faut dire aux élèves qui sont rapides, qui se débrouillent bien, de travailler la flexibilité, donc de rechercher une autre procédure, c'est-à-dire ils ont trouvé super, et ben trouve une autre procédure, pourquoi pas une troisième. Alors sur les jeux, par exemple Trio Matador, là pour le coup, ça fonctionne remarquablement bien, de façon à ce qu'ils soient occupés et que chacun y trouve son compte et qu'après dans la verbalisation, et ben chacun s'enrichisse de voilà. Donc en clair, plutôt laisser un peu de temps. Très bien, merci beaucoup. Alors il y a une autre question, donc toujours sur la durée, mais là de manière plus générale. Quel temps maximum efficient de calcul mental, calcul réfléchi, préconisez-vous par jour? Ben, faire ça toute la journée. Non, je plaisante. Je plaisante. C'est pareil, là, il y a une grande liberté, mais faut vraiment en faire beaucoup, enfin beaucoup. J'ai envie de dire le plus possible. Et le conseil que je donne quand c'est en conférence, parce que cette question, elle intervient souvent. Et je sais très bien quand on est enseignant, on a l'impression de toujours courir derrière le temps parce qu'on a tellement de choses à faire que voilà, on est pris par le temps. Il y a un truc, c'est que si vous passez beaucoup moins de temps à faire des techniques opératoires, donc à faire poser les opérations, parce que ça c'est long, ça prend du temps, ne serait-ce que déjà rien que d'écrire les opérations. Donc, ce que je dis, c'est que vous pouvez gagner du temps en faisant beaucoup moins de techniques opératoires et ce temps-là, vous allez le garder et le consacrer à du calcul mental réfléchi avec de la verbalisation dans la classe. Moi, c'est du vécu. C'est même pas, c'est même pas intentionnel au départ. C'est rétrospectivement que je me suis un peu analysé. Je pose beaucoup moins. En sixième, mis à part la division, on pose quasiment plus. Et donc, ce temps de pause d'opération, ben maintenant, c'est du calcul mental réfléchi. Au moins 15 minutes par jour, et si c'est plus, eh ben, tant mieux. Et
jusqu'à une demi-heure, c'est très bien. Mais après, je sais très bien que voilà, chacun, et puis il peut y avoir des variations dans les 4 jours de la semaine, hein. Je sais que les collègues, chacun a ses petites habitudes, voilà. Mais plutôt plus que moins. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, on a un petit peu débordé, mais je vais poser juste une dernière question et ensuite toutes les autres, n'hésitez pas à les envoyer par mail, on y répondra ultérieurement. On a des questions concernant les doubles niveaux. Alors, on a proposé donc, des diaporamas pour les doubles niveaux pour le jour 1. En Fluence, on n'a pas de travail de double niveau. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment les utiliser et mettre en œuvre tout ça en classe? Oui, alors ça c'est vrai que alors pour le coup, c'est une question vraiment compliquée. La gestion des doubles niveaux, euh, chacun a ses petits trucs. Il n'y a pas de réponse, j'ai pas de réponse magique, hein. J'ai pas de réponse toute faite. Donc un premier élément de réponse, c'est ces diaporamas double niveau qu'on propose. Après, je sais que parfois, il y a des collègues qui arrivent à faire des affichages doubles sur un écran. Donc en faisant, pourquoi pas, défiler 2 diaporamas en parallèle, euh, euh, pour ceux qui sauraient gérer techniquement ça, on peut imaginer une gestion de 2 tests de fluence de niveaux différents, donc en double écran, ou également, de la même façon qu'on peut avoir un affichage d'un double diaporama. Voilà, ça c'est une piste. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi pas de temps en temps privilégier, parce qu'on peut imaginer qu'un collègue ne fera pas forcément tout le temps tous les tests de fluence. Donc ça peut être un test de fluence d'un niveau et puis à un autre moment un test de fluence d'un autre niveau. On peut aussi imaginer qu'un test de fluence du niveau inférieur puisse correspondre à toute la classe pour un travail d'entraînement, parce qu'encore une fois, hein, les tests de fluence, c'est de la régularité, de la répétition. Voilà. Mais là, il y a un nœud de gestion effectivement sur les doubles niveaux, c'est évident. Avec le seul avantage, c'est que quand on est en double niveau, le travail, quand on est sur le niveau inférieur, eh ben, c'est un travail, on va dire, de révision, de retour un peu en arrière pour ceux qui sont à l'année supérieure. Et puis, inversement, le travail, quand on est avec le groupe de la classe supérieure, eh ben, c'est une découverte et ça peut être, pour certains même, ça peut être réalisable quand on est dans le niveau inférieur. Donc, c'est déjà une première prise de conscience. Mais bon, une découverte. Mais ça ne résout pas complètement le problème. Bon, merci déjà pour toutes ces pistes. On va s'arrêter là pour les questions parce qu'il est temps de conclure. Mais encore une fois, toutes les questions non répondues, on va les récupérer et on pourra répondre par mail si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à les poser. Eric, il me reste à te remercier encore pour cette présentation et vous remercier et remercier tout le monde pour votre participation et votre écoute. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes séances de calcul mental, riches et motivantes pour vous comme pour vos élèves, et à vous dire à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci à tous. Bonsoir à tous.